Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Le juge a mis 13 mètres 36. Sauf que je sais pertinemment que je n'avais pas fait 13 mètres 36. Je crois qu'il s'était trompé. En termes de sensation, tu sais, tu vois, si t'as fait un bon résultat ou quoi. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Donc, du coup, je le dis, moi, je pense que le mec, il s'est trompé. Mais le résultat, il est homologué. Sur le papier, j'ai fait les minima, mais en réalité, je les ai pas fait. Le sport au collège et au lycée, c'était une vraie plaie pour moi. Surtout quand le trimestre d'athlétisme se passe en hiver parce que il fait froid, il faut courir et moi j'aime pas courir donc ça me saoulait de fou. Mais certains profs ont eu la bonne idée parfois de nous proposer triple saut à la place du 100 mètres. Et ça, je dois dire que j'étais plutôt contente d'essayer parce que moi je faisais du trampoline donc ça rejoignait un peu cet aspect de trouver de la hauteur et donc j'aimais particulièrement parce qu'il fallait tenter systématiquement d'aller plus loin en améliorant sa position, sa course et ses sauts. Donc c'était trop cool. J'ai jamais été très forte mais j'aimais bien. Mais du coup, je suis très contente aujourd'hui de recevoir une ancienne athlète de haut niveau spécialiste du triple saut. Je suis avec Mathilde Boateng dans Tribune et Podium. Bonjour Mathilde. Bonjour Solène. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter sans me parler de sport ? Ok, alors moi c'est Mathilde, j'ai 36 ans. J'ai fait des études dans le marketing et la communication. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc web designer, webmaster. Du coup, j'accompagne des femmes entrepreneurs également à se rendre visibles via leur site internet. Sans parler de sport, parfait. Ouais, sans parler On voit de que sport. t'es passé à autre chose. C'est ça, exactement. Et est-ce que du coup, tu peux quand même me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Oui, j'ai fait de l'athlétisme pendant 20 ans. Donc, j'ai fait du triple saut. Ça a été une super belle expérience. Beaucoup d'opportunités, mais également pas mal de blessures. On va pouvoir en parler. Ouais. Mais on va d'abord parler de l'origine de tout ça. Ouais. Comment toi, t'es entrée dans le sport toute petite ? Est-ce que c'était logique dans ta famille ? Tout le monde faisait du sport ? Personne faisait du sport dans ma famille. Non, il y avait mes frères qui faisaient du foot. Et moi, en fait, l'athlé est arrivé quand j'étais au primaire. Donc, en fait, on avait des séances de sport et tout ça, et on faisait la course. Et du coup, j'arrivais tout le temps première. Donc, du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire dans un club d'athlétisme. Et donc, du coup, dans ce club d'athlétisme, je gagnais très, très souvent. Donc, du coup, j'ai continué. Et puis, en plus, tu sais, dans un club, quand tu t'es forte, etc., t'es un petit peu la chouchoute des entraîneurs, tu vois. Donc, voilà, du coup, c'est comme ça qu'a débuté ma carrière dans l'athlétisme. Mais au début, sur de la course classique d'athlétisme. C'est ça, ouais. Et tu te rappelles de ton premier entraînement, ce que t'as ressenti et tout ? Mon premier entraînement, je m'en souviens plus du tout. J'ai commencé l'athlé, j'avais 8 ans, hein. Donc c'était il y a quelques temps. Ouais, c'était il y a quelques temps. Mais après, moi, ce que j'aimais bien, c'était surtout me dépenser avec mes copines. Après l'école, c'était d'aller faire mon sport et ensuite de revenir. Et après, il y avait aussi les compétitions. Donc les compétitions, j'aimais bien parce que je gagnais tout le temps. Donc voilà quoi. En fait, c'était vraiment la compétition que j'aimais dans ce sport. Ouais. Mais pas tant que ça les entraînements. Je l'ai dit en intro, mais il faut sortir en hiver quand il fait froid. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je me souviens qu'à l'époque, nous, on s'entraînait dehors, tu vois, on n'avait pas de salle. Ouais. Donc même quand il neigeait, on était dehors. Je me souviens, je rentrais à la maison, j'avais les mains bleues, alors que je suis noire, tu vois. J'avais les mains bleues et il me fallait plusieurs minutes avant de me réchauffer. Donc c'est que vraiment, j'aimais ce sport, quoi. Et comment, du coup, t'arrives au triple saut ? Triple saut parce qu'en fait, du coup, avec mon premier entraîneur, il m'a inscrit à une compétition. C'était en salle, c'était sur des tapis à l'époque. Je crois que c'était du pentathlon. J'ai gagné. On a vu que finalement, tu vois, j'étais plutôt douée là-dedans. Donc, on a continué. On est allé sur du triple saut et on a vu que j'étais plutôt pas mal. Donc après, j'ai eu des titres régionaux, etc. Et ensuite, parce que moi, je viens de Strasbourg, on m'a inscrit au Krebs de Strasbourg.
Vu que j'avais le potentiel, je me suis entraînée là-bas. Et donc, j'ai eu mon deuxième entraîneur. On a réussi les sélections pour les championnats du monde junior. Avant qu'on aille sur ces compétitions-là, j'ai encore des petites questions. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu te souviens quand justement tu commences le triple saut, l'athlé et tout, si tu te mets à rêver de sport de haut niveau ou c'est juste j'aime la compète, je réussis en compète, trop cool, je continue quoi. Non, j'ai jamais vraiment rêvé de haut niveau. Moi, c'était plus go with the flow, tu vois. Donc du coup, je gagnais, j'aimais bien. Et puis en fait, c'est tu sais en athlétisme, ce qui est bien, c'est que quand tu as des bons résultats, directement tu peux passer au niveau national. Donc très rapidement, je suis passée au niveau national. Et donc du coup, j'ai commencé mes premiers meetings, mes premières compétitions jusqu'à arriver en équipe de France. Donc ça s'est fait j'ai jamais eu cet objectif de vas-y, je veux faire ci ou ça. Ouais, tu t'es pas dit je serai la future Marie-Josée Pérec quoi. Non, jamais. Qui à cette époque était quand même et encore aujourd'hui la plus connue je pense dans l'athlétisme féminin carrément. OK. Redis-moi comment tu t'intègres l'équipe de France? L'équipe de France, en fait, tu vas avoir des sélections. Au fil de la saison, tu dois faire des minima. Donc, en fait, les minima ne garantissent pas que tu seras en équipe de France. Donc, il y a une compétition type où là, tu vas devoir reconfirmer ton niveau. Et c'est à ce moment-là que tu intègres l'équipe de France. Puis après, c'est à partir de 16-17 ans que là, j'ai commencé à aller au haut niveau. Mais en fait, c'est plus par rapport à ta catégorie. La première compétition à laquelle j'aurais pu prétendre en étant junior, c'est les championnats d'Europe. J'ai raté la sélection de quelques centimètres. Je sais plus exactement quoi. Ouais. C'est quoi en moyenne un bon saut en triple saut? Quand t'es junior, à partir de 13 mètres, c'est très bien. La championne du monde junior, elle doit être dans les 14 mètres. Ok. Tu vois? Donc, on va dire entre 13 et 14. Après, quand t'es senior, on va dire 14 mètres 20, 14 mètres 30. Tu fais partie du top 15, on va dire. Et après 15 mètres, là, c'est... T'es dans l'élite. Ouais, voilà. T'es vraiment... tu fais partie des meilleurs mondiales de tous les temps. Avec mon entraîneur de l'époque, l'objectif c'était vraiment ça, de me qualifier pour les championnats du monde junior. Je sais plus si on avait comme objectif un classement ou quoi que ce soit, mais je pense pas. C'était vraiment juste déjà se qualifier. Donc les minima de l'époque, je crois que c'était 13 mètres. Quelque chose comme ça, tu vois. Déjà, en fait, la saison hivernale, elle s'est hyper bien passée parce que je décroche le titre national. Donc, je deviens... La saison hivernale, c'est en salle, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je deviens championne de France junior avec 12 mètres 80. Je me dis, voilà, c'est de bon augure pour l'été et tout. Je suis en bonne forme, etc. 13 mètres, ça devrait aller, quoi. Parce que très souvent, en fait, l'hiver, tu vas avoir des résultats qui vont être meilleurs, en fait, l'été. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que comme je t'ai dit, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase où, d'abord, il faut que tu fasses tes minima estivaux, donc les minima pour les championnats du monde junior, que tu vas devoir confirmer lors d'une compétition. Donc, très souvent, ça va être durant les championnats de France. Sauf que, en fait, moi, j'ai eu une compétition, je me souviendrai tout le temps, le juge a mis 13 mètres 36. Sauf que je sais pertinemment que je n'avais pas fait 13 mètres 36. Je crois qu'il s'était trompé. C'était même pas je crois, il s'était trompé. Et j'avais fait 12 mètres 36, tu vois, parce qu'en fait, en termes de sensation... il y a quand même 1 mètre d'écart, c'est pas rien. En termes de sensation, tu sais, tu vois, si t'as fait un bon résultat ou quoi. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Donc, du coup, je le dis, moi, je pense que le mec, il s'est trompé, tu vois, sur mes résultats. Et je crois que je l'ai dit aussi à une des personnes qui faisait partie de la sélection, équipe de France, bref, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais le résultat, il est homologué. Parce que une fois que le juge l'a inscrit, voilà, c'est tout, c'est fini, c'est comme ça. Donc du coup, sur le papier, j'ai fait les minima, mais en réalité, je les ai pas fait. Et lors des championnats de France, je crois que je devais être à quelques centimètres des minima. Je les ai pas fait. Ce qui nous a sauvés, c'est que l'équipe de France, donc le staff de l'équipe de France, m'a donné une dernière chance. Ok. Tu sais pourquoi ils te donnent cette dernière chance ? Parce qu'ils voyaient mon potentiel. Ils avaient encore une place pour une athlète. Il n'y avait pas de minimum. En fait, c'est maximum 3. Dernière chance, j'étais grave stressée. J'en dormais même pas parce que pour moi, c'était impensable que
j'y aille pas. Lors de cette compétition, je crois que je fais 13 mètres et quelques, tu vois, 13 mètres 07 ou quelque chose comme ça. C'est Donc, bon. ça y est, c'est bon. Enfin. Je suis sélectionnée, tu vois. Donc, pour moi, ça a été le... Ok, ça y est, c'est bon. Parce que même si plus jeune, tu rêvais pas de grandes compétitions, là, malgré tout, t'as quand même ce truc de les championnats du monde junior. Et puis même, moi, je suis une compétitrice, en fait. Donc plus t'en fais, plus t'es contente. Ah bah oui, Ouais. moi, pour moi, il faut gagner, hein, tu sais, le dicton là de Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. C'est pas trop mon truc. Hein. Non, moi je veux gagner. J'intègre l'équipe de France, je suis hyper contente, sereine, etc. Du coup, on avait déjà bien bossé sur, tu vois, les entraînements, tout allait bien. Donc moi, je suis arrivée, c'était en Pologne. Je suis arrivée là-bas hyper sereine parce que de toute façon, en fait, j'avais rien à prouver. Je suis de l'époque de Christophe Lemaître et de Teddy Tamgo. Tu vois, je vois très bien. Donc du coup, les deux, lors de cette compétition, ils ont fait champion du monde junior. Donc c'était les deux stars de l'équipe. Et puis après, il y en avait d'autres et tout sur lesquels il y avait aussi des espoirs qui reposaient, mais qui n'ont pas confirmé. Que moi, tu vois, ok, Mathilde Boateng, c'est qui, quoi? Oui, personne te connaît, donc en vrai, t'es juste là pour kiffer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis arrivée première. Du coup, nous, en fait, les championnats du monde, enfin tout ce qui est international, ça se passe en 2 temps. Donc tu vas avoir la phase de qualification et ensuite tu vas avoir la finale. Donc la phase de qualification, tu dois faire des minima. Oui. Donc je l'ai fait. Et je fais partie des 12. Lors de la finale, tu vas avoir encore une autre phase, donc on est 12, et ensuite ils enlèvent... Non, il y en a 8 après qui restent. Voilà, c'est ça. Je fais mon truc, et finalement, j'arrive parmi les 8. Donc moi, j'ai eu les félicitations, et puis j'étais hyper fière, en fait, parce que d'arriver dans le top mondial, tu te dis waouh, quoi. Ça montre l'avenir de l'athlétisme français, de la discipline... la relève aussi, enfin ça montre plein de choses. Et puis pour toi, juste individuellement, sans parler de tableau des médailles ou quoi que ce soit, c'est une performance que t'avais peut-être même pas envisagée. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux me raconter ce jour de la finale quand vous êtes plus cuite? Est-ce que tu te rappelles même, tu vois, ce que tu te dis la veille avant d'aller te coucher? Comment tu te lèves aussi, dans quel état d'esprit pour cette finale? Parce que on a tendance à dire tout peut se jouer en finale, mais parfois on est quand même conscient plus ou moins de son niveau ou de la concurrence. Enfin, raconte-moi. Pour moi, en fait, vu que j'étais déjà en finale, je dirais pas que j'avais atteint mon objectif, mais j'avais plus cette pression, quoi, tu vois. Déjà que j'avais eu la pression avant pour me qualifier, là, je vois que j'arrive en finale. Je savais déjà que première place, c'était pas possible parce que la meuf, la première, voilà, elle était vraiment très très forte. Déjà, en fait, elle a été surclassée, tu vois. Tu sais, les cubaines, elles sont très très fortes au triple saut, donc voilà. Du coup, je savais que première place, deuxième, enfin bref, un podium, c'était pas envisageable. Mais du coup, d'arriver dans les 8, pourquoi pas. L'état d'esprit sereine. Je pensais pas à grand chose. Après, je suis pas quelqu'un qui stresse énormément. Il y a que vraiment quand cette phase de présélection là où j'ai stressé, mais sinon je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup en fait de nature. Juste un petit peu et puis après ça part. Mais c'est du stress positif. Oui, donc du coup tu entames la journée en disant de toute façon je vais donner le meilleur de moi parce que je suis là pour ça. Ouais, c'est ça. Mais on verra bien ce que ça donne au final. C'est ça. Okay. Et alors raconte-moi parce que donc il y a le triple saut et tu as le droit à 3 essais. Comment se passent ces 3 essais? Les 3 essais se passent plutôt bien parce que, alors, je sais plus exactement, ça fait longtemps comme je t'ai dit. Et j'avais des bonnes sensations. J'ai fait direct de bonnes performances. Je crois que c'était sur le 2e essai. Je me classe plutôt pas mal. Et en plus de ça, je pense que la 9e, elle avait pas du tout fait 13 mètres. Donc, j'étais plutôt sereine. Je me suis toujours demandé, et récemment, j'ai été voir des compétitions d'athlétisme, donc je me suis encore plus posé la question. Entre les différents essais, donc il y a un temps où les autres passent, et ensuite c'est de nouveau à toi. Et souvent, quand tu viens de sauter, on voit le coach qui est au bord de la piste de saut qui vous donne des conseils, enfin en tout cas qui vous parle. Qu'est-ce qu'il dit le coach à ce moment-là? Toi, quand tu fais tes essais, qu'est-ce qu'il te raconte en fait? C'est plus par rapport à là où on était par rapport à la planche. Ok. Je me suis dit, mais il doit bien raconter quelque chose. Mais quoi? Donc, il nous parle de là où on était par rapport à la planche, de notre engagement dans le saut. Il nous pose aussi des questions sur nos sensations. Et puis après, il nous encourage, en fait. C'est surtout ça, parce que de toute façon, toute l'année, tu t'es déjà entraîné. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est des automatismes
que tu mets en place. Donc il va juste surtout te situer en te disant ok là du coup tu sais que tu vas avoir encore t'as peut-être un dernier essai pour pouvoir entrer dans les 8. Donc soit tu y vas à fond et voilà, ou alors sinon il va te dire s'il a vu que t'as trop mordu ou que il y a un potentiel, mais du coup il va essayer de te freiner, ou c'est plus par rapport à là où tu en es. Toi, tu rentres dans les 8. Ouais, c'est ça. Comment se passe, tu te rappelles à quelle place tu termines, comment se passe cette finale? Ok. 8e. Ouais, ok. C'est ça. Et du coup, t'es contente du résultat? Comment tu te sens après la finale, une fois que tout le monde a fini ses Ouais, si, moi je suis essais, contente. Je suis hyper contente parce que, comme je t'ai dit, il y a personne qui m'attendait. Et puis une place de finaliste, en fait, en équipe de France, c'est toujours bien parce que tu vois, ça montre que du coup, l'équipe, elle a un certain niveau, etc. Même s'il n'y a pas eu de médaille, ça montre qu'il y a eu un certain niveau et que par rapport à d'autres personnes de l'équipe de France, tu vois, j'ai eu un très bon classement. Puis de toute façon, l'équipe de France n'avait pas d'ambition de médaille sur cette discipline-là, et donc du coup pour les femmes, ouais. D'avoir deux Françaises en finale, c'était déjà vachement... C'était super. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, cette compétition, pour la suite aussi d'avoir plus confiance en moi et que j'étais capable, en fait, de me hisser au niveau international. Et derrière, ça t'a donné envie d'aller décrocher encore plus de grandes compétitions ou de résultats Ouais, j'ai eu envie. Après, j'ai jamais été vraiment satisfaite, tu vois, de mon record personnel. J'aurais aimé aller beaucoup plus loin que ça. Ok. Moi, j'ai fait 13,48 m. C'est ça, mon record personnel. Ça, tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Mais je pense que ça, tout le monde se rappelle de son record perso. 13,48 m, j'aurais aimé, tu vois, me rapprocher des 14 mètres. Ok. Ouais, et je sais que j'avais le potentiel pour, mais en même temps, tu vois, je me suis toujours dit que moi, l'athlétisme, j'allais jamais miser que sur l'athlétisme, parce que c'est un sport où tu peux pas gagner ta vie correctement. Donc moi, j'ai toujours misé sur mes études et à côté de ça, tu vois, le sport. Donc moi, je me suis créé des opportunités que des athlètes beaucoup plus connus n'ont jamais pu avoir. Oui, parce que toi, du coup, tu t'étais pas à 2 entraînements par jour, comme on peut avoir l'habitude avec les athlètes de haut niveau. T'avais quand même l'école et le sport le soir, quoi. Moi, j'ai toujours eu mes études à côté. Donc, comme je t'ai dit, j'ai eu un master en marketing et communication. Moi, ça a toujours été comme ça, d'avoir les deux. J'aurais jamais pu arrêter mes études juste pour faire de l'athlé. Une personne qui me dit ça, je lui dis, écoute, t'es un peu folle, toi. S'il y a pas ton club qui suit, s'il y a pas des sponsors, t'as des grands athlètes qui vont se retrouver à devoir aller travailler à côté, en fait. Parce que nous, on a l'image des grands, tu vois, genre... Ladji Doucouré, Christine Aron, Stéphane Diagana, etc. Tu vois. Oui. Ça, c'est des gens qui s'en sont bien sortis. Mais un athlète lambda, si tu fais pas partie des meilleurs mondiaux, on va dire des 20 meilleurs mondiaux, tu fais comment pour gagner ta vie? C'est compliqué. Pourquoi c'est ce moment-là dont tu as voulu parler aujourd'hui? Parce que tu as eu d'autres moments, tu vois, ton record personnel, ça doit être aussi un souvenir. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que je pense que c'est le classement dont je suis le plus fière. C'est un classement international. Après, bon, même si c'est en équipe de France jeune, ça reste une compétition internationale, tu vois. J'aurais pu parler de mes différents titres en tant que championne de France, etc. Mais celui-ci, c'est mon meilleur moment, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que t'aimais particulièrement dans le triple saut? J'étais forte, donc du coup, gagner. Ouais. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre sport, c'est juste qu'en l'occurrence, c'était celui-là, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Ouais. Quand tu participes à ces championnats du monde junior, derrière, il y a d'autres compétitions qui arrivent, et puis, du coup, t'as intégré l'équipe de France, donc il y a un peu ce truc de, maintenant, j'ai potentiellement ma place, je vais pouvoir y rester et aller encore plus loin. Tu commences à voir, même si t'as ce double projet en gardant les études et l'athlétisme, tu commences quand même à te dire je veux développer cette partie sportive aussi pour performer encore plus et oui. Après, naturellement, t'as envie de faire plus, tu vois. Mais ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que à l'époque, en fait, j'avais des tendinites et ça m'handicapait énormément. Du coup, tu vois, ça aussi fait que d'arriver dans les 8 avec ces tendinites. Voilà, c'est compliqué. Donc, en fait, j'ai décidé, une fois les championnats du monde finis, de me faire opérer des genoux. Donc, du coup, l'année d'après, j'ai rien fait du tout.
c'est qu'à partir de 2011, j'intègre le CDFAS de Aubonne, le centre sportif de Aubonne. Donc après les championnats du monde junior, j'ai eu des opportunités aussi pour aller étudier aux États-Unis. Tu vois, ça c'était un truc que j'aurais bien aimé faire, sauf que mon niveau d'anglais, il était pas bon. Et du coup, mon niveau, j'ai essayé d'apprendre par moi-même l'anglais, mais j'ai pas réussi le TOEIC. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ça, c'est un truc, avec le recul, je me dis, ça aurait pu un petit peu quand même changer ma vie, quoi. Et puis même au-delà du sport, parce que moi, en fait, je pensais surtout à, par la suite, mon avenir professionnel. Parce que j'ai toujours... moi, l'athlétisme, comme je t'ai dit, ça, c'est bien. Ça te permet d'avoir des opportunités, de voyager, etc. Mais j'ai toujours su que c'était pas là-dedans que j'allais faire carrière, tu vois. Donc même si tu me dis là demain t'as l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques ou alors c'est super, hein, mais je sais que si tu fais pas partie du top mondial, après tu repars dans ta vie de tous les jours. Tu sais, t'es comme Monsieur et Madame X, tu payes tes impôts. Je galère comme tout le monde, tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, tout le monde n'est pas bah ouais. Usain Bolt, quoi. Tu vois. Voilà, exactement. Il y en a tellement des athlètes qui ont fait des carrières de ouf qui aujourd'hui, tu parles de leur prénom, les gens ils vont dire mais c'est qui ça? J'ai toujours été consciente du fait que l'athlète pouvait me rapporter des opportunités, mais que c'était pas là-dedans que j'allais faire carrière. J'ai eu mon opération, j'ai essayé de revenir, etc. Et puis, il y a une phrase du directeur de Aubonne et tout qui me dit non, mais parce qu'en fait, je leur ai dit que moi, j'allais partir. J'avais aucun plan, j'avais rien du tout, tu vois. Mais parce que tu voulais arrêter l'athlé. Non, c'est pas parce que je voulais arrêter à l'athlé, c'est parce que j'étais plus satisfaite de l'environnement. Ok, tu voulais changer de centre d'entraînement, quoi. Ouais, en fait, je suis partie, j'avais plus d'entraîneur, j'avais plus rien du tout. Je suis rentrée à la maison chez mes parents. J'avais plus rien. Tu vois, je suis rentrée chez moi. Et en fait, il restait, je crois, 2 ou 3 mois avant la sélection pour les Europe Espoir. Et le directeur de Aubonne, il me dit non, mais de toute façon, tu vas jamais te qualifier pour les Europes, c'est impossible, blablabla. Bla. Donc bref, du coup, en fait, moi... Challenge accepté. Ouais, c'est ça. Donc moi, en fait, tu sais, je t'ai dit que je fais partie de la génération Teddy Tango. Je contacte un de ses bons potes. Bon, on se connaît depuis très longtemps. Oui, bah et après, finalement, si vous évoluez ensemble, ouais, voilà. Finalement, c'est lui qui m'entraîne pendant 2 mois pour objectif les championnats d'Europe espoir. Donc du coup, durant ces 2 mois, je bats mon record et je me qualifie à l'aise pour les championnats d'Europe espoir. Bon, après là-bas, je fais pas partie des finalistes. Voilà, j'ai un petit peu raté ma compétition, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Au moins, voilà, je me suis qualifiée. T'as fait mentir le directeur de centre sportif de Aubonne. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, tu vois, tous les deux, on s'entraînait à distance. Ah donc ouais. Moi, j'étais à Strasbourg, lui, il était à Paris. Je me filmais. Ma mère, parfois, elle venait avec moi, tu vois, sur le stade. Elle me filmait, je lui envoyais les vidéos, il faisait des feedbacks et tout ça. Donc, lui, c'est comme ça, en fait, qu'il a commencé, tu vois, à entraîner. Ouais, à entraîner. On t'a jamais proposé de rejoindre l'INSEP? Parce que c'est quand même le centre sportif, quoi, par excellence. Ouais, j'ai voulu aller à l'INSEP. Sauf que... Encore une fois, des péripéties. J'ai mon ancien entraîneur, mon deuxième entraîneur, avec qui je m'entraînais au Krebs de Strasbourg. J'ai entendu dire qu'il m'avait mis des bâtons dans les roues. Donc, j'ai pas trop apprécié, parce que je crois qu'il voulait me garder. Mais enfin, bref, voilà quoi. Tu vois, je suis pas ta propriété. Ouais. Après, ça rejoint le truc de quand t'es dans un club ou dans un centre de sport... où tu performes, et bah ils veulent pouvoir dire que la pépite elle vient de chez eux. Et ouais, c'est ça. Donc j'ai pas du tout apprécié, et depuis en fait ce moment-là, tu vois, moi j'ai arrêté de lui parler parce que je déteste, tu vois, ce truc d'opportunisme où c'est devant moi en fait tu vas me parler bien, mais derrière en fait tu balances n'importe quoi. L'excitation avant une compétition, de voyager aussi. Ça, j'adore. Ça, c'était mes moments préférés, en fait, l'été, où tu sais que tu vas partir pendant X semaines avec tes camarades d'équipe de France ou du Ghana, du coup. C'était comme une bande de potes qui part en vacances, pas vraiment en vacances, mais un petit peu quand même. Voilà, on se crée des souvenirs et en même temps, tu fais tes compétitions et c'est trop bien. Voilà, donc excitation par rapport à ça, ouais. La jalousie lors des Jeux du Commonwealth. Je sais pas si je pourrais dire sensation de jalousie.
J'étais avec l'équipe du Ghana. Donc j'ai basculé après les championnats d'Europe espoir sur l'équipe du Ghana. Et du coup, j'étais sélectionnée. Donc on était 2 sélectionnés pour cette compétition. Et en fait, je voyais qu'il y avait quand même un petit peu de favoritisme, tu vois, pour elle. Parce que au début, en fait, quand moi je suis arrivée en équipe du Ghana, du coup, j'étais la seule triple sauteuse. Et ensuite, elle est arrivée. Et puis, je voyais qu'on la mettait quand même pas mal en avant. J'arrive à admettre quand il y a une sensation de jalousie. Mais j'arrive aussi à canaliser cette jalousie. Parce que du fait de l'entrepreneuriat, t'es face à d'autres personnes qui réussissent mieux que toi, etc. T'as ce truc-là, ouais, mais comment ça se fait que elle est meilleure que moi, qu'elle a plus de clients, qu'elle a un meilleur chiffre d'affaires et tout et tout. Donc du coup, j'avais déjà analysé, tu vois, cette émotion et j'avais déjà travaillé sur le fait de ne pas avoir ce sentiment négatif. Moi, quand je sens que il y a de la jalousie qui arrive, bah du coup, je vais repenser à ce que moi j'ai déjà, aux choses que pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc du coup, je me suis dit oui, certes, peut-être que elle a eu un meilleur classement parce que donc elle est arrivée dans les finalistes, moi je suis arrivée 9e. Donc 9e, tu vois, t'es écartée direct. En plus de ça, tu vois, en termes d'image corporelle, tu vois, elle est jolie, etc. Bon, après, moi, je me trouve très jolie aussi, tu vois. Mais je voyais que, tu vois, il y avait quand même pas mal d'engouement sur elle. Donc, moi, je me suis posée et je me suis dit, OK, peut-être que t'as pas réussi cette chose, mais t'as déjà fait ci, t'as déjà accompli ça, etc., etc. Donc, du coup, ça s'est dissipé. Et puis, en plus, je voyais que le staff de l'équipe du Ghana, ils voulaient mettre en place un peu une espèce de compétition entre nous deux. Je suis jamais rentrée dans ce jeu. Et puis en plus, c'est une fille qui est hyper sympa. On a toujours hyper bien discuté. Très souvent, j'étais avec elle, etc. Parce que du coup, vous deviez être en chambre ensemble et tout. Ouais, donc exactement. En fait, vous étiez quand même proches physiquement dans tous les cas, parce que vous dormez dans la même chambre, quoi. Ouais, c'est ça. Début de jalousie, mais vu que j'avais déjà traversé cette phase de jalousie, etc., bah du coup, j'ai su comment canaliser la chose et ne pas rentrer dans cette espèce de cercle vicieux. C'est pas facile parce que souvent, en plus, ça concerne les filles. On dit toujours que les filles, les équipes féminines, ça se prend la tête beaucoup plus que chez les garçons. Enfin, c'est des choses qu'on entend toujours et même encore aujourd'hui. Alors que maintenant, on essaie quand même beaucoup de valoriser la sororité, mais à l'époque où toi tu vis ça, on n'est pas sur les femmes doivent se serrer les coudes, elles réussiront mieux si elles s'entraident, etc., quoi. Donc c'est fou d'avoir déjà pris ce recul-là. Tu sais, j'ai toujours été dans ce créneau parce que du coup, on n'a pas beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais à côté de ça, j'avais aussi mon média Belle et Sportive où, tu vois, j'avais une communauté de 60 000 abonnés, j'avais des partenariats avec des grosses marques, etc. Donc ça aussi, tu vois, je me disais, en fait, ok, certes, peut-être que t'as pas eu des bons résultats, mais à côté de ça, tu fais des trucs que très peu de personnes arrivent à faire. T'as réussi à avoir des sponsors alors que, tu vois, t'as pas un niveau hyper élevé. Donc, tout ça a fait que finalement, il y a pas eu cet esprit de compétition. Et pour moi, la sororité, c'est quelque chose qui est très important. Parce que dans le concept que j'avais créé, je parlais beaucoup de sororité. Parce que j'ai aidé d'autres femmes, tu vois, à se sentir bien dans leur peau, etc. Ça fait pas partie de mes valeurs d'être là en mode, ouais, elle aussi. T'avais réussi à en parler avec elle, justement, de cet aspect un peu compétition que le staff essayait de mettre entre vous? Non. Je trouvais pas ça nécessaire, en fait. Ouais. Ça allait alimenter quelque chose qui, pour moi, n'existait pas. C'était juste moi, de manière interne. En moi, il y avait une petite once de jalousie par rapport à l'image, tu vois, qu'elle... En plus, c'est quelqu'un qui est hyper sociable. On n'a pas du tout le même caractère. Elle est très joviale. Elle va aller danser avec tout le monde. Moi, je suis pas du tout comme ça, tu vois. Mais voilà, moi, j'accepte ma personnalité. Et puis après, tu vois, c'était aussi les Jeux du Commonwealth. Donc, du coup, il y avait aussi d'autres équipes qui étaient là, notamment l'équipe du Cameroun ou encore d'autres équipes qui parlaient français. Tu vois, j'étais souvent aussi avec d'autres équipes que l'équipe du Ghana. Moi, je faisais ma vie, ils faisaient leur vie. De temps en temps, j'étais un petit peu avec elles. Et puis, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas voulu alimenter le truc. Pourquoi tu décides de rejoindre l'équipe du Ghana parce que forcément, quand tu choisis une autre nation à représenter, ça veut dire faire une croix, en tout cas pendant un certain temps, sur l'équipe de France. Pourquoi tu fais ce choix-là à ce moment-là?
Je fais ce choix parce que en termes d'opportunités, toujours, tu peux accéder à des compétitions internationales de manière plus facile. Les minima, ils sont beaucoup plus faciles à réaliser. Et puis en plus, on va pas se mentir, beaucoup plus de considération en équipe du Ghana qu'en équipe de France. Et ça se représentait par quoi? L'aspect financier déjà. En fait, j'avais une bourse olympique. Au niveau des compétitions, comme je t'ai dit, j'ai fait les Jeux du Commonwealth, les Jeux africains, Championnat d'Afrique. Tu vois qu'avec l'équipe de France, j'aurais pas pu faire. Et puis après, ouais, la considération, tu vois, j'ai eu des articles de presse au Ghana, des interviews également au Ghana, donc voilà. Tu te mets avec le Ghana à te dire que potentiellement une participation olympique, c'est possible? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils ont fait les démarches pour que j'ai une bourse olympique. Bon, après, je me suis jamais qualifiée pour les Jeux. Après, c'est tout, c'est tant pis. Ils croyaient en moi, donc ça, j'ai bien aimé. Bon, après, ça a un peu, je dirais pas dégénéré, tu vois, mais il y a eu des incompréhensions qui ont fait que par la suite, quelques années après, tu vois, ça s'est pas très bien passé. Mais, Et quand t'annonces à l'équipe de France que tu les quittes pour le Ghana... Non, il y a pas d'annonce. En fait, c'est l'équipe du Ghana qui fait les démarches pour que tu représentes leur pays. Okay. Et après, la France, en fait, ils acceptent ou pas. Ah oui, ça dépend même pas de toi. C'est eux. Ouais, enfin, toi, ouais. Évidemment que t'as ton mot à dire, mais demande, que... tu vois. Ouais. Mais très souvent, ils font pas d'histoire. À part quand, tu vois, t'as un gros athlète. Oui. Si par exemple, Usain Bolt, il veut devenir Qatari. Oui. Là, jamais il va probablement dire non. Voilà, exactement. Ou alors, il faut que t'attendes 3 ans ou 4 ans, je sais plus, avant de... ouais, mais c'est 3 ans sans compétition sous les couleurs de ton pays, donc c'est aussi se mettre des bâtons dans les roues. Exactement, voilà. Comment arrive du coup la fin de ta carrière? Moi, je voulais me requalifier pour les Jeux du Commonwealth qui étaient en Australie. C'était en 2014. J'ai pas réussi à me qualifier. Après ça, je me suis dit, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et puis, je crois que j'avais 28 ans quand j'ai arrêté, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'avais à faire. L'athlé, ça m'a aidé pour créer des opportunités, pour trouver du travail, etc. Donc, vas-y, hein, on va passer à autre chose. Hein. C'était une décision réfléchie et comme je t'ai dit, ça ne me manque pas. Quels sont, toi, tu crois, les apprentissages du sport de haut niveau que tu utilises encore aujourd'hui, que ce soit dans ta vie perso, mais aussi professionnelle, dans l'entrepreneuriat ou quoi, que sans le sport, t'aurais peut-être pas autant développé, quoi? La persévérance en un. Ensuite, le goût de l'effort aussi. La résilience. Ouais, je pense que c'est les 3 gros, en fait. Mais vraiment, le mental que j'ai pu avoir grâce à l'athlé, ouais. Même si tu regrettes rien, qu'est-ce que tu gardes de ces années d'athlé? Peut-être que parfois tu regardes un peu avec nostalgie. J'aime bien regarder l'athlé à la télé et tout, regarder qui va gagner, etc. Tu vois. Mais ce que je garde, l'esprit de compétition. T'as quelle sensation par rapport à ta carrière, que c'était réussi, que c'était à la hauteur de ce que tu pouvais donner, ou qu'il y a eu, j'en sais rien, beaucoup de blessures, beaucoup d'échecs? Une carrière réussie. Pas en termes de résultats sportifs parce que j'aurais aimé aller plus loin, mais par rapport au fait d'avoir eu mes études et l'athlé, tu vois. Donc vraiment de combiner les deux et de mélanger les deux en fait pour me créer mes propres opportunités. Parce que comme je t'ai dit, ça, tu vois, t'as des athlètes qui ont des carrières de fous, mais qui arrivent pas à valoriser ça en dehors de la piste. Et moi, j'ai toujours eu cette conscience, tu vois, ce truc de... Tu sais, aujourd'hui, on parle de personal branding. Moi, je savais déjà depuis, en fait, que ça me permettrait, en fait, de me créer mes opportunités. La preuve, je suis dans ton podcast, tu vois. Et ça me fait le lien avec, justement, Belle et Sportive que tu avais lancé... parce que t'as eu un diplôme de coach sportif. Ouais, c'est ça, ouais. Si je me trompe pas, ouais. Et du coup, t'as quand même eu au départ envie de rester là-dedans, d'inspirer les femmes, parce que c'était vraiment à destination des femmes, pour le sport, etc. T'avais envie de continuer dans cette lignée-là? Belle et Sportive, c'était en même temps que mes études en communication et que le sport de haut niveau. Hein. Et j'ai tout fait en même temps. Hein. C'était une suite logique pour moi. Je pensais que c'était une suite logique, parce que du coup, oui... le sport parce que j'étais sportive de haut niveau, mais je me suis très vite rendu compte que le métier de coach sportive, c'était pas ma vocation.
j'ai fait coach sportif parce que pour moi, c'était la logique. Mais du coup, j'avais des clientes qui étaient plus en phase de j'ai envie de perdre du poids pour me sentir en confiance, etc., etc. Mais tu sais, un des trucs qui est très français, c'est que les gens, en fait, ils attendent que tu fasses des choses pour eux. Donc, parce que du coup, j'ai embauché un coach, bah, je vais avoir des résultats. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce que toi, tu vas manger bien, elle va manger bien. Bah, en fait, elle se dit que voilà, les séances que je lui donne, elles sont suffisantes. C'est pas possible. C'est comme si, genre là, tu vois, tu prenais un coach business, il dit oui, il faut que tu fasses ci, ça. Mais derrière toi, j'applique rien. Voilà, t'appliques rien. C'est exactement la même chose. Et ça, en fait, les gens, quand tu leur dis, ils le comprennent pas. Et moi, je suis quelqu'un qui... j'attends pas, en fait, que les gens me disent de faire quelque chose pour le faire. Tant que c'est pour moi, pour mon bien, bah, je sais que je vais mettre en place les choses. Et ça, tu vois, ça a rien à voir avec la motivation. On appelle ça la persévérance, la discipline. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disciplinés. J'étais dans cette phase où moi, en fait, la discipline, ça a toujours été quelque chose qui était très important dans mon sport. Et là, je me retrouve face à des personnes qui, en fait, elles attendent. Donc après, j'ai arrêté. Ouais, parce que t'avais pas envie de faire le gendarme, quoi, en disant, bah oui, mais il y a pas de résultat parce que t'as pas fait, quoi. Donc, ouais, c'est pas mon rôle. Et puis après, tu sais, t'as aussi cette charge mentale où tu dis, oui, bah, si y a pas de résultat, ça veut dire que je suis pas une bonne coach. Donc, du coup, tu sais, tu rentres dans un cercle vicieux. Si tu devais changer de vie avec un autre athlète, quelle que soit sa pratique, son sport, qu'il soit handi ou non, homme, femme, peu importe, et pareil, peu importe la temporalité, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Moi, ça va être Cristiano Ronaldo. Ok, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que le mec, il gagne plein d'argent, tu vois. Tu vois, là, je suis en mode business. Du coup, je me dis, Cristiano Ronaldo, une journée, le mec, il gagne sur une journée X milliers d'euros. Bon, après, que je ferai jamais en une vie. Donc, j'aimerais bien, ne serait-ce que vivre cette sensation d'être riche, tu vois. Grâce au sport, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, à quel athlète est-ce que tu souhaiterais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Marie-Jo Pérec. Ok. Ouais, Marie-Jo Pérec. Je pense qu'elle a pas mal de choses à dire. C'est une personne qui a l'air introvertie, tu vois, mais je pense elle doit avoir un passé de dingue. Ouais, je sais même pas dans toute sa carrière et sa vie de sportive, on aurait une journée entière pour parler de tout, on n'y arriverait même pas, quoi. Ouais, carrément. Non, je pense que c'est une athlète de dingue. Je trouve qu'elle a pas assez l'exposition qu'elle devrait avoir. Donc elle, et après ça me fait penser à une autre, Allyson Felix aussi. Ça me donne des challenges, mais écoute, qui ne tente rien à rien. Ah bah ouais. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!